Il y a quelque chose de profondément curieux qui se produit quand on marche en plein cœur d'une métropole moderne. On est là, entouré de verre, d'acier, de tous ces gratte-ciel immenses qui reflètent la lumière, et soudainement, au détour d'une rue, on tombe sur une anomalie. Ouais, une vraie fracture dans le paysage en fait. C'est ça, genre une véritable capsule temporelle complètement oubliée. Un vieux bâtiment figé dans le temps, complètement décalé, pendant que tout le reste de la ville a continué de grandir à une vitesse folle autour de lui. Et cette anomalie précise, celle qui nous intéresse aujourd'hui, elle se trouve à une adresse très spécifique. C'est le complexe immobilier situé du 1092 au 1106 de la rue Clark, en plein centre-ville de Montréal. C'est vraiment un point de bascule géographique absolument fascinant. Bon, décortiquons un peu tout ça. Aujourd'hui, on plonge dans une analyse approfondie, une exploration croisée de données architecturales et communautaires. On tire ça de publications issues de Wikirésidence et d'Infodrone qu'on a consultées en format texte et audio. Tout à fait. Et notre mission aujourd'hui, c'est de comprendre comment un simple projet de rénovation, de la brique et du mortier, c'est devenu un test crucial pour la résilience urbaine. Comment une façade en ruine devient le champ de bataille pour préserver le patrimoine dans une métropole hyper dense. C'est un dossier majeur, surtout avec le contexte actuel. Exactement. Parce que, il faut rappeler le contexte alarmant de nos sources. À Montréal, le taux d'inoccupation des logements frise présentement le 1,2%. Donc, à ce niveau de rareté, laisser un bâtiment vacant au centre-ville, c'est plus juste une négligence esthétique. C'est carrément impérieux de le reconvertir. C'est une urgence. Absolument. Et ce qui est fascinant ici, c'est que ce n'est pas seulement l'histoire d'un bâtiment ou d'un lot à développer. C'est un microcosme parfait des défis urbains modernes. On est à une intersection géographique et sociale hyper tendue. Une vraie ligne de faille. C'est le mot. D'un côté, on a le quartier des spectacles. Une énorme machine de divertissement, un moteur économique ultra moderne, très clinquant. Et de l'autre, on a le quartier chinois, qui a un tissu communautaire très riche, très complexe, mais qui est extrêmement vulnérable face à la pression immobilière. C'est vraiment le choc des titans urbains. Mais juste avant d'aller plus loin et de parler des millions investis, il faut faire une petite mise en garde. Oui, c'est important de le préciser. Voilà, les sources qu'on examine abordent des questions assez sensibles, comme la gentrification et diverses luttes citoyennes, donc on tient à préciser que notre analyse aujourd'hui va se contenter de rapporter les faits. On va exposer les positions des groupes mentionnés dans les documents, mais sans prendre parti. L'idée, c'est vraiment d'offrir une vue d'ensemble purement factuelle. Exactement. On observe, on décortique, mais on ne juge pas. C'est ça. Alors, pour bien comprendre ce projet, il faut d'abord visualiser l'espace physique. Pourquoi cette adresse précise, la rue Clark, attire autant l'attention ? La localisation est ultra stratégique. C'est le passage obligé pour des milliers de festivaliers qui descendent de la place des Arts vers le sud. Ouais, et le contraste visuel est saisissant quand on est sur place. Surtout à cause de ce qu'il y a juste en face du bâtiment. L'immense complexe Guy Favreau. Voilà. Un énorme monstre de béton gouvernemental, très imposant, très lourd, qui, paradoxalement, a été construit il y a des décennies en rasant justement une partie de ce quartier historique. L'ironie est forte. Et face à ce géant de béton, on a ce concept de dent creuse, le fameux urban gap en anglais. C'est un alignement de façades très basses, placardées, dégradées. Un espace complètement encerclé par des tours de luxe et des édifices gouvernementaux. C'est vraiment le bon terme. Moi, j'aime bien l'analogie de la dent creuse. C'est un peu comme une dent manquante ou une dent cariée dans le sourire éclatant d'un centre-ville embourgeoisé. C'est un espace figé pendant que la métropole bouge à toute vitesse. C'est une super image. Mais la subtilité ici, c'est que la ville s'engage à ne pas simplement arracher cette dent. L'historique des lots est super important. Le 11-16 rue Clark, par exemple, a une brique rouge du début du XXe siècle. Et sa valeur patrimoniale est officiellement reconnue. Ah oui, la fameuse façade à préserver. C'est ça. La conservation de cette façade, c'est pas qu'une question esthétique, c'est vraiment une protection de l'identité visuelle du quartier. Historiquement, c'était le cœur battant de la vie commerciale du quartier chinois. On y trouvait des commerces de gros, des imprimeries, des restaurants. Mais techniquement, ça doit être un cauchemar de garder juste un mur de briques pendant qu'on construit derrière, non ? Ah, c'est de la haute voltige. Faut des structures d'acier immenses pour tenir le mur pendant qu'on creuse les fondations. Et d'ailleurs, pour les lots adjacents, le 1092 au 1102, c'est une autre histoire. Ils sont dans un état de dégradation beaucoup trop avancé. Donc là, on rase tout. Pas exactement. Les plans parlent d'une déconstruction sélective. Déconstruction sélective, d'accord. C'est quoi la différence avec la démolition ? Au lieu d'amener les bulldozers, on démonte pièce par pièce.
On récupère les matériaux architecturaux, les briques encore bonnes, l'ancienne signalétique. L'idée, c'est de les réintégrer dans le nouveau bâtiment. C'est hyper minutieux. C'est fascinant sur le plan architectural. Mais si les briques racontent le passé, ce sont les voix de la communauté qui dictent l'avenir de ce projet, en fait. Comment un bâtiment vide devient-il l'épicentre d'un mouvement social? Eh bien, ça vient de la mobilisation citoyenne. La table ronde du quartier chinois et la fondation Jia ont vraiment fait de ce site un symbole de la lutte contre ce qu'ils appellent la gentrification sauvage. Ils n'ont pas chômé, d'après nos sources. Ah non. Ils ont organisé des campagnes d'affiches, des visites guidées patrimoniales pour sensibiliser le public, et ils ont fait beaucoup de sorties de presse. Ils ont mis une pression énorme. Et le résultat de cette pression, c'est un projet de logement hors marché. On parle de 45 à 60 unités, et peut-être même jusqu'à 83 unités si la densité le permet, avec une priorité d'occupation très claire. Oui, on vise spécifiquement les aînés du quartier chinois pour leur permettre un maintien à domicile dans leur communauté, et les jeunes familles pour freiner leur exode hors du centre-ville. Ok, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Permettez-moi de jouer l'avocat du diable une seconde. Allez-y. Mais attendez, rénover un bâtiment délabré pour y mettre de nouveaux résidents et des commerces flambant neufs au rez-de-chaussée, Oui. n'est-ce pas exactement la définition de la gentrification que ces groupes tentent de combattre? C'est un peu contradictoire, non? Cela soulève une question importante. C'est le grand paradoxe du développement urbain. Mais il y a une différence fondamentale ici, qui est bien détaillée dans les sources. La gentrification classique, ça passe par la spéculation immobilière. Les loyers explosent et chassent les plus pauvres. Ici, on parle d'un ancrage social via des logements hors marché. Donc des logements qui échappent à la logique du profit privé. Précisément. Le projet répond au règlement pour une métropole mixte. Ça assure une sécurité résidentielle permanente aux populations vulnérables et ça crée un vrai lieu de rencontre intergénérationnelle. Les plans prévoient des cuisines partagées, des bibliothèques, des garderies. C'est pas juste des appartements, c'est un milieu de vie. D'accord, l'intention sociale est super louable, mais là, la mécanique d'une telle densification, ça pose la question de l'argent. Comment on finance une vision pareille sans céder le terrain aux promoteurs privés traditionnels? Parce que bon, ça doit coûter une fortune. C'est là que le montage financier devient un vrai puzzle. L'enveloppe budgétaire globale est estimée entre 15 et 25 millions de dollars. Ah ouais, quand même. Oui, et l'étape cruciale, l'acquisition, c'est la ville de Montréal qui s'en est chargée. En août 2024, la ville a acheté le lot central pour 1,98 million de dollars. Au total, ça fait environ 2 millions juste pour unifier la façade et le terrain. Donc la ville absorbe le choc initial. C'est ça. Ensuite, il y a un assemblage de subventions. Il y a eu 120 000 dollars de l'arrondissement Ville-Marie pour les études préliminaires. Les plans d'architecte, l'ingénierie, tout ça. Exact. Ensuite, il y a le programme Changer d'échelle qui peut injecter jusqu'à 600 000 dollars. Et bien sûr, l'aide majeure de la Société d'habitation du Québec, la SHQ, pour la construction. Mais au-delà des coûts, il y a aussi un impact économique positif, non? Nos sources parlent de création d'emplois. Oui, on estime la création de 80 à 100 emplois directs pour le chantier. Et surtout, une fois terminé, on prévoit une hausse des revenus de taxes foncières de 30 à 40% par rapport à l'état de vacances actuel. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? C'est un peu comme si la ville agissait comme un flipper immobilier. Vous savez, on achète vieux, on retape et on relance. C'est une façon de voir les choses. Mais au lieu de chercher un profit financier rapide, le retour sur investissement se calcule en sécurité urbaine et en vitalité de quartier. Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, c'est exactement ça. Revendre le projet à un partenaire de l'économie sociale, ça garantit la pérennité du modèle. C'est le symbole d'un Montréal qui refuse de s'étaler et choisit de densifier intelligemment. Et un gros morceau de cette densification intelligente, c'est la mobilité. Le site a un walk score, un indice de marchabilité de 99. 99 sur 100, c'est presque parfait. C'est incroyable. On parle de 5 000 à 7 000 piétons par jour qui passent devant. Et l'objectif du projet, c'est d'augmenter cet achalandage local de 15% grâce au nouveau commerce au rez-de-chaussée. C'est le fameux concept de la ville du quart d'heure. Et financièrement, ce score de 99 a un impact direct. Comme on est hyper bien desservi par les transports, on n'a pas besoin de creuser de grands stationnements souterrains, ce qui réduit les coûts de façon drastique. Ah ben oui, creuser dans le roc à Montréal, ça coûte les œufs de la tête. Exactement. Et en plus de ça, il y a la question de la sécurité urbaine, l'élimination des zones mortes. C'est-à-dire? Un bâtiment abandonné, c'est sombre, ça crée de l'insécurité. En ramenant de la lumière, de l'activité, des commerces, on crée ce qu'on appelle une surveillance naturelle.
des yeux sur la rue. C'est génial. Les résidents protègent la rue juste en y vivant. Et côté calendrier, on en est où concrètement? Eh bien, actuellement, en cette année 2026, la ville met les terrains en vente à des partenaires sélectionnés, donc une OBNL ou une coopérative. D'accord. L'année dernière, en 2025, il y a eu toute une phase de co-conception avec la coopérative d'architecture Pivot. Et la construction physique est prévue pour 2027-2028. C'est du concret. Donc, pour faire une petite synthèse rapide de tout ça, l'immeuble du 1092 106 Clark, c'est clair que ce n'est pas célèbre pour son luxe. Non, vraiment pas. Mais c'est célèbre pour son potentiel, de sa valeur patrimoniale jusqu'aux luttes citoyennes en passant par un investissement complexe de plusieurs millions, c'est la preuve que le patrimoine peut vraiment devenir le moteur de l'habitation de demain. Et la raison pour laquelle quiconque écoute devrait s'en soucier, c'est que ce projet, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert. Ouais, peu importe qui on est. C'est ça, que l'on soit un professionnel en route pour une réunion, un passionné d'architecture ou un citoyen concerné par le coût de la vie. Ce modèle illustre comment une ville peut potentiellement guérir ses propres fractures urbaines sans effacer son histoire. C'est super bien dit. Mais justement, en parlant d'histoire, ça m'amène à une pensée provocatrice finale. Quelque chose qui s'appuie sur nos sources mais qu'on n'a pas encore vraiment débattu. Je vous écoute. On a parlé de cette fameuse déconstruction sélective, le fait de récupérer les matériaux architecturaux, les vieilles briques, pour les intégrer à la nouvelle structure de béton pour créer un contraste. Oui, l'aspect préservation physique. Voilà. Mais à l'avenir, lorsque la récupération de vieilles briques et d'anciennes enseignes deviendra la norme esthétique des nouvelles constructions sociales, comment on va faire pour différencier une véritable préservation historique d'une simple, disons, taxidermie architecturale? Ah, la taxidermie architecturale. C'est un concept puissant. Est-ce que récupérer le passé pour simplement décorer l'avenir suffit vraiment à en conserver l'âme? C'est une excellente question à méditer lors de votre prochaine balade en centre-ville. Absolument. Garder l'enveloppe sans le cœur, c'est un vrai risque. Bref, gardez l'œil ouvert la prochaine fois que vous passerez devant une façade placardée. Derrière le contreplaqué, il y a souvent tout un monde en ébullition.